Et ben voilà, en déplaise aux rageux, vous pensiez que PSG Bayern Munich c'était le summum du football, et bien cet Atlético Arsenal nous a montré qu'on pouvait faire encore mieux, un match encore plus dit. Non, 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 non. Même moi j'y crois pas, hein. Salut tout le monde, c'était MF, et évidemment on va débriefer ce match entre l'Atlético et Arsenal, mais il y a littéralement pas eu un but dans le cours du jeu. Alors évidemment, personne pense que la qualité d'un match se reflète à la hauteur du nombre de buts, mais le fait qu'il n'y ait pas eu un but dans le cours du jeu vous montre quand même 2-3 trucs sur cette rencontre. Ça n'a pas été une purge, je tiens quand même à le préciser, j'ai passé un bon moment. Je trouve qu'en termes de scénario de match, je trouve qu'en termes de certaines actions individuelles et surtout de gestion tactique de la rencontre, on a eu beaucoup de choses à se mettre sous la dent, mais forcément c'était pas le feu d'artifice qu'on a eu pour PSG Bayern. C'est donc un match nul entre l'Atlético et Arsenal qui fera l'objet de l'ouverture du journal du jour. On parlera également de Lucas Chevalier blessé, d'Hakimi blessé, de Mudryk dopé et de Nasser Al-Khelaifi qui continue son histoire d'amour avec la LFP et sur les droits de la Ligue 1, mais cette fois on va toucher au sujet de l'international. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. C'était le match des antagonistes, la rencontre qui était désignée comme bien plus chiante que le PSG Bayern Munich qu'on a eu il y a quelques jours, le match de Ligue des Champions où tout le monde crachait dessus à l'exception des supporters de Atlético et Arsenal. On n'a pas eu un but dans le cours du match, les deux ont été inscrits sur penalty. On a eu une première mi-temps absolument soporifique, mais pour autant, est-ce que c'était un mauvais match ? Eh bien non. Moi, j'ai plutôt bien apprécié cet Atlético Arsenal. Ça donne un 1, les deux buts sont sur penalty. C'était évidemment pas le festival offensif de PSG Bayern, mais pour autant, est-ce que c'était un match inintéressant ? Pas du tout. C'était une autre proposition de football qui mérite également votre attention. Voici les compositions qui étaient alignées. Ici, on apprécie ce bon vieux Raya qui a fait quelques arrêts. Toujours chez Gunners, j'ai l'habitude de critiquer Gyökeres et je trouve qu'il provoque un penalty de manière très intelligente, fourbe ou malhonnête. Vous choisirez l'adjectif qui vous convient, ça dépendra de si vous êtes supporter de l'Atlético ou d'Arsenal. Mais en tout cas, on peut dire qu'il va chercher le penalty. Il y a beaucoup de débats sur l'arbitrage. Il transforme sans trembler. Mais j'ai surtout apprécié le match de Julián Álvarez, le match d'Antoine Griezmann. Ce sont des joueurs qui ont mis beaucoup d'intensité dans la rencontre, beaucoup de qualité technique également. C'était pas un match de football où on avait énormément de joueurs ultra impressionnants comme ce qu'on a pu avoir lors de PSG Bayern Munich. Mais je pense que je vais tout de suite arrêter la comparaison parce que franchement, ce serait assez cruel pour cette rencontre qui a quand même des qualités qui méritent d'être soulignées. Alors on s'attendait à un match d'observation, à un match tactique et ça n'a pas manqué en première mi-temps. On a eu une domination d'Arsenal, mais comme souvent dernièrement, les Gunners ont eu du mal à être tueurs, ont eu du mal à être décisifs. Je trouve que c'est un peu une équipe de bébés cadom. Ça me tue de dire ça parce que Arteta il est en place depuis 150 ans, parce que dans l'équipe d'Arsenal, t'as quand même des cadres qui sont également chez les Gunners depuis longtemps, mais aussi des joueurs d'expérience de manière générale. Mais j'ai toujours l'impression de voir un peu des rookies qui ont un petit peu de mal à être décisifs dans ces rencontres et la sanction n'a pas manqué puisqu'au retour des vestiaires, les joueurs de l'Atlético ont été absolument transfigurés. Plus d'intensité, un pressing d'Arsenal qui n'a pas répondu présent, des Gunners assez attentistes et ce qui devait arriver arriva, il y a eu l'égalisation. C'est donc un match qui a été assez intéressant pour voir la réaction des joueurs de Simeone et qui nous prouve une chose, peut-être qu'Arsenal est supérieur sur le papier, même si je pense qu'un Alvarez, un Antoine Griezmann et quelques autres éléments de l'Atleti auraient leur place chez les Gunners. Mais en attendant, de l'Atlético, ils ont toujours cette capacité à te surprendre, à jamais être une équipe qu'il faut considérer comme morte avant l'heure. Mentalement, ils sont capables de grandes choses, alors qu'Arsenal s'est vu comme un petit peu l'inverse. Sur les statistiques de la rencontre, on a 2,21 et 1,51 buts attendus. Ça peut sembler impressionnant, mais n'oubliez pas que chaque penalty compte pour 0,79 expected goals. Donc sans ça, ça fait 1,42 à 0,72. Ce n'est pas extraordinaire. J'ai envie de dire que l'Atleti n'a pas vraiment existé en première mi-temps, que Arsenal, de son côté, a énormément souffert en seconde mi-temps. Ça prouve que c'est une rencontre qui a su se retourner et je pense que le format double confrontation, match retour cette fois du côté d'Arsenal, peut nous offrir un scénario absolument haletant. C'est pas du festival offensif, mais c'est quand même un match assez asphyxiant avec beaucoup de suspense et personnellement j'ai pris du plaisir à voir ces deux équipes et surtout on a tendance à dire que la demi-finale PSG-Bayern c'est déjà la finale avant l'heure.
La finale, ça se joue sur une rencontre. Eh ben sur une rencontre, si t'affrontes Arsenal ou si t'affrontes l'Atlético, eh ben c'est loin d'être gagné d'avance, même si t'es très fort, et je trouve que ce match en est un bon rappel. Lucas Chevalier est blessé. Alors hier j'ai vanné sur Twitter de façon assez méchante, mais on va redevenir humain. J'ai une peine immense pour le gars et j'espère qu'il va vite se remettre car il risque de louper la Coupe du Monde et sa saison c'est un véritable cauchemar. Si on se replonge été 2025, Lucas Chevalier c'est un mec qui vient d'achever une excellente saison au LOSC, qui est vu comme l'avenir au poste de gardien de but pour l'équipe de France, qui a déjà commencé à être international et il connaît un gros transfert au Paris Saint-Germain. Donnarumma part, le tapis rouge lui est déroulé, bref, l'avenir semble radieux. Et quelques mois plus tard seulement, on se retrouve face à quelle situation ? Eh bien une impasse absolument totale du côté du Paris Saint-Germain. Safonov, qui était le numéro 2 l'année précédente, t'es passé devant, tu n'as plus une seule minute de jeu, tu te demandes de quoi sera fait ton avenir en club. Pour l'équipe de France, au-delà de la question de la blessure qui va peut-être te priver de la Coupe du Monde, il y avait des débats avant même ça, et même sur l'extra football, il y a l'affaire du like que le joueur prétend involontaire sur un poste de mémoire du RN qui a énormément entaché son image. Bref, il n'y a absolument rien qui va pour Lucas Chevalier. Alors j'espère qu'il va se rétablir rapidement, j'espère surtout qu'il est solide mentalement parce que franchement, des descentes aux enfers aussi rapides pour un joueur qui n'a pas non plus fait de contre-performance sportive absolument majeure, même s'il peut être critiqué, j'en ai rarement vu des aussi violentes, donc franchement courage à lui. Quelle solution pour remplacer Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain ? Car oui, très mauvaise nouvelle qui est confirmée, le latéral marocain sera indisponible pour le retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich. De toute façon, on s'en doutait, vu l'état dans lequel il a terminé le match, l'hypothèse des crampes, il n'y a pas grand monde qui y croyait. Le remplaçant tout désigné d'Achraf Hakimi, c'est évidemment Zahir Emery. Hakimi a été absent une partie de la saison puisqu'il était à la Coupe d'Afrique des Nations, et durant cette CAN, Zahir Emery a parfaitement fait le travail. C'est un joueur qui de toute façon cette saison est fabuleux et tu te dis que c'est vraiment une chance de l'avoir en tant que remplaçant d'Hakimi. Le problème c'est qu'il est tellement fabuleux, Zahir Emery, que tu aimerais bien le cloner parce qu'il est si performant au milieu de terrain que tu veux également le laisser au milieu. Dans sa malchance, le PSG peut au moins se réjouir côté timing du retour de Fabian Ruiz. Au moins tu pourras avoir l'international espagnol qui prend la place de Zahir Emery si ce dernier est décalé. Reste qu'à mon sens, vu la forme de Fabian Ruiz, tu perds au change ou alors il va falloir vraiment que Fabian Ruiz retrouve de la forme immédiatement. Et puis Hakimi, Zahir Emery, c'est pas exactement le même profil, donc il y a quand même un gros préjudice pour Paris. Le match retour se déroule au Bayern, ce qui est évidemment pas un avantage pour le PSG. En avantage, ils pourront néanmoins compter sur un petit but. Est-ce que ça suffira ? Eh bien, le football nous le dira. Dopage et football, c'est absolument fou parce que dans le foot, on parle très rarement de dopage. T'as l'impression qu'il y a très peu de cas. J'ai même une interrogation sur le fait qu'on se voilerait potentiellement un petit peu la face, mais dans le dossier qui nous intéresse, il n'y a pas de voilage de face. On va parler de Mudryk, international ukrainien du côté de Chelsea, que vous connaissez probablement. C'est confirmé, ou tout du moins la presse anglaise avance sur le fait qu'une sanction va bel et bien tomber, une suspension de 4 ans. Alors de toute façon, Mudryk, vous l'avez probablement oublié, puisqu'il ne joue plus depuis le mois de décembre 2024. Autant vous dire qu'il y a déjà une bonne partie de la sanction qui est mangée pour un joueur qui est en perdition totale, et on se demande à quoi va ressembler la suite de sa carrière. Mais de manière générale, j'ai envie d'élargir le sujet à la problématique de dopage dans le foot parce que ça m'a toujours étonné qu'on parle si peu de dopage dans ce sport. Le football, c'est le sport où tu as les enjeux économiques les plus grands. C'est un sport où tu as des enjeux physiologiques de plus en plus grandissants également parce que tu le vois, il y a une multiplication des matchs, il y a des questions de récupération qui sont délicates, il y a de l'intensité durant les rencontres qui est vraiment de plus en plus grande. Et malgré tout, on parle rarement de joueurs qui sont suspendus pour dopage. Alors le foot est un des sports les plus contrôlés en nombre absolu, mais par contre le foot a également énormément de professionnels, donc en pourcentage de joueurs, de cas contrôlés, t'es relativement faible. C'est un peu une dualité qu'il faut avoir en tête. Les cas de suspension pour dopage dans le foot, c'est moins de 100 sportifs par an. C'est relativement peu, mais en tout cas, tout le monde ne passe pas à travers les mailles du filet. On le voit avec Mudryk, on l'avait vu dans le passé, avec un cas qu'on connaît bien en France, Pogba. Alors je doute pas que Mudryk se défendra en disant qu'il a mangé un steak un peu chelou, qu'il a changé de gel douche, ou encore qu'il a essayé un nouveau complément alimentaire où on lui a dit « T'inquiète pas mec, c'est safe », et finalement, peut-être que c'est pas le cas.
mais il s'est fait rattraper par la patrouille. L'histoire d'amour entre Nasser El Khelaïfi et la LFP se poursuit. Le journal L'Équipe nous informe que le président du Paris Saint-Germain aurait reproché à la Ligue sa gestion des droits internationaux et plus précisément le non-développement de ces derniers. Effectivement, les droits à l'international de la Ligue 1, c'est peau de chagrin, on parle de 130 millions d'euros et encore ça c'est entre guillemets brut, les clubs reçoivent pas autant et on va pas vers un développement absolument stratosphérique de ces derniers. C'est une somme qui peut paraître dérisoire, donc on peut se dire qu'il y a une énorme marge de progression, et c'est vrai que la LFP pourrait probablement mieux bosser sur ce sujet, mais je tiens quand même à dire qu'il faut calmer la machine à fantasmes. En France, on regarde la Ligue 1, mais on regarde aussi d'autres championnats. Du côté de l'Angleterre, vous croyez vraiment qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au football français ? On est un peu méprisé. L'expression des 5 grands championnats, c'est seulement utilisé en France. Les Espagnols, les Italiens, les Allemands, les Anglais, ils en ont pas grand chose à faire de la Ligue 1 et c'est pas un marché où on va pouvoir espérer décrocher des montagnes de tunas. En tout cas, on se rend compte qu'il y a toujours des tensions entre le président du Paris Saint-Germain, un homme également rattaché à beIN Sport, il faut le rappeler, et la Ligue de football professionnelle française. Quelque chose me dit qu'on n'est de toute façon pas un rebondissement près sur les questions des droits TV et que vu le bordel que c'est à l'échelle locale, l'international ça va vite devenir relativement secondaire. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, je vais vous reparler de la rencontre entre l'Atlético et Arsenal, mais je pense que je vais avoir un angle un peu plus Arsenal. Alors j'ai pas fixé à 100% ma décision, j'ai le temps d'affiner un petit peu les choses au cours de l'écriture du script, même si je vous la fais en format long, donc un petit peu moins écrite, mais j'ai vraiment envie de parler d'Arsenal, qui est un club assez passionnant aujourd'hui, on le critique sur le jeu qui est produit, mais justement, Arsenal était connu pour être une équipe qui jouait extrêmement bien, aujourd'hui c'est un petit peu l'inverse, aujourd'hui Arsenal est décrit comme un grand loser potentiel, mais on oublie de dire que ça peut être également un grand winner potentiel qui peut gagner la Première Ligue et la Champions League cette année, ce qui serait historique. On a des questions de blessés qui sont importants pour le club, on a des satisfactions, on a des frustrations, bref, c'est pas contre Atleti, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur les Gunners, donc peut-être que la vidéo de cet après-midi s'attardera un peu plus sur le club d'Arteta, sur son avenir également, c'est un truc qui m'intéresse particulièrement. Bref, je vous donne rendez-vous aux alentours de 17h. Attention, je vous préviens également, il n'y aura pas de journal demain. Normalement, une fois n'est pas coutume, je vais respecter le jour férié pour prendre un peu de repos de mon côté et ça permettra de digérer un peu les émotions parce que j'ai du mal à penser à autre chose que les matchs de Champions League, même pour les news secondaires du journal, et j'ai pas envie de vous sortir une vidéo pour une vidéo. Je vais déjà essayer de digérer un petit peu ces rencontres. Sur ce, je vous donne rendez-vous cet après-midi aux alentours de 17h. Kiffez bien votre journée. Salut!